Bonjour à vous tous et bienvenue. Après avoir découvert le canton de Crépy-en-Valois, nous allons maintenant nous intéresser au canton de Nanteuil-le-Haudouin. Je précise ici que je devais normalement faire le canton de Bay, mais ce dernier a été englobé dans le canton de Nanteuil-le-Haudouin qui compte désormais 46 villages. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Lévignan. Lévignan compte 1037 Lévignanais et Lévignanaises et se trouve entre Crépy-en-Valois et Bay, au croisement de la départementale 332 et de la nationale 2, croisement très important dont je vais bientôt parler. Lévignan compte un hameau, Boissé-Lévignan, traversé par la nationale 2. Nationale qui traversait aussi Lévignan, mais qui a vu une déviation se construire aux environs de 1996. Ce village a eu les noms jadis de Luvignacum en 1190, Lévignacum, Lévignacum en 1255, Léveniem en 1277, Lévignien, Lévigniem, Lévignan, Lévignan en 1544 et enfin le Lévignan d'aujourd'hui. Lévignan est un ancien site gallo-romain. En 2012, des fouilles archéologiques ont permis de découvrir sur le territoire de la commune une cave comblée du IIIe siècle, une forge et son foyer de l'époque gallo-romaine, puis les vestiges d'un four culinaire de la période mérovingienne, et enfin un sarcophage datant du Haut Moyen-Âge. Lévignan est une des communes primitives du nord de la France. Le territoire comprenait à l'origine Bargny, Macline et peut-être même Bay. Lévignan, de même que Bargny, passa du domaine royal à celui des comtes du Valois. La commune a eu, dans l'histoire du comté, puis duché de Valois, une place importante de par sa situation au croisement des routes empruntées pour les échanges entre les villes du Nord vers les foires de Champagne, mais aussi de Paris jusqu'en Belgique. Dans le partage que Raoul II, comte de Valois, fit entre ses fils au début du XIe siècle, le domaine de Lévignan fut compris dans ceux échus à Thibaut Ier de Crépy avec Bay et Nanteuil-le-Haudouin. Thibaut de Nanteuil, chantre de Beauvais, le possédait en 1250 en même temps que Bay. Après lui, Lévignan passa dans une autre maison de par le mariage d'Alix de Nanteuil, dernière héritière de cette famille, avec Pierre de Châtillon, seigneur de Passy-en-Valois. Ce domaine subira par la suite quelques démembrements. Ainsi, on apprend par des titres que Gauthier d'Aulnay cédait au mois de décembre 1314 au comte de Valois les droits qu'il avait à Lévignan et ceux de Gondreville. Cette part, toujours avec Gondreville, fut comprise dans la cession faite par Philippe de Valois moyennant 300 livres de pension viagère à Philippe d'Hollande, son maître d'hôtel. Le fief du donjon, qui était distinct de la seigneurie principale, fut vendu le 30 décembre 1440 à Rodolphe Billard, vicomte d'Orival, par Charles d'Orléans, duc de Valois, qui avait besoin de cet argent pour se racheter des prisons d'Angleterre où il avait été conduit après la bataille d'Azincourt. En septembre 1469, Jeanne Billard, fille de Rodolphe et veuve de Colas de Blois, revendit ces mêmes terres à Jean de Gorgia, dit Porc-Épic, seigneur de Cersois en Bourgogne et de Brégy en Mulcien. Les descendants de celui-ci achetèrent dans les siècles suivants différentes dépendances du domaine de Lévignan. Michel Gorgia acquit le 12 janvier 1543 la mairie et la justice avec plusieurs droits royaux. Nicolas de Gorgia, seigneur d'Espondou, en acheta d'autres en juin 1625. Cette famille posséda dès lors la moitié de la seigneurie. L'autre moitié, restée dans la maison de Passy, constituait le fief de Saint-Blaise, dont le nom fut adopté par les propriétaires. Louis de Saint-Blaise rendit foi et hommage en 1474 pour la terre de Lévignan, que sa fille apporta plus tard en dot à Auger, baron de Changy. Charles de Romain, seigneur de Bay et de Saint-Nectaire, chevalier de l'ordre du roi, acquit en 1581 le fief de Saint-Blaise. Son fils y réunit peu après l'autre moitié de la seigneurie dont se défirent les Gorgia. Le tout fut vendu en 1636 à Jean d'Autry, déjà seigneur de Bay. Ce fut ensuite Jean Gaillardon, sieur de Boulier, receveur général des finances de la généralité de Soissons, qui fut propriétaire. Son fils vendit le 20 septembre 1706 toutes ses terres à Charles-Louis l'Allemand. Ce l'Allemand, devenu fermier général, obtint au mois de décembre 1723 des lettres patentes portant érection de la terre de Lévignan en comté. La dernière propriétaire du domaine de Lévignan fut la princesse de Monaco. Non, pas Stéphanie, mais Marie-Catherine Brignol-Salles, épouse de Honoré III de Grimaldi, prince de Monaco. Elle offrit à Lévignan le terrain du cimetière qui était l'emplacement de l'ancien château féodal dont il ne subsistait que les ruines au XVIIe siècle.
Charles VI séjourna dans l'année 1441 au château de Lévignan. Il y signa des lettres portant cession au sieur Enguerel de la Verrerie qui existait alors au four d'en haut près de Morienval. L'histoire retiendra aussi qu'en 1313, Philippe de Passy, fils de Pierre de Châtillon, affranchit les vassaux de sa seigneurie, les déclarant quittes de toute leur servitude, leur permettant ainsi de disposer de leurs biens, de se marier où bon leur semblerait et même de se faire raser. Ce dernier privilège semble les avoir flattés plus que tout autre car tous se firent couper les cheveux et même raser le crâne en signe de liberté et d'allégresse. Ce qui leur valut le surnom de Tondu de Lévignan, sobriquet qui a été transmis à leurs descendants encore de nos jours. En 1878, un projet est lancé pour une ligne ferroviaire entre Ormois-Villers et Mareuil-sur-Ourcq. Ouverte en 1894, cette gare est créée entre Lévignan et Boissy-Fresnoy. Tout naturellement, cette gare sera la gare de Boissy-Lévignan. Au fil du temps, des maisons se construisent autour de la gare et un hameau sera créé. Boissy-Lévignan deviendra officiellement hameau de Lévignan en 1976. Allons découvrir l'église du village. L'église a deux saints patrons, Saint-Aubin pour l'édifice et Saint-Jean-Baptiste pour l'emplacement. Sa construction remonte au XVIe dans la partie finissante du gothique flamboyant. Une inscription sur la clé de voûte au-dessus de l'autel de la Vierge porte la date de 1539. À peu près régulièrement orientée, l'église est de plan rectangulaire et se compose d'une nef de 6 travées, d'un bas côté au sud et d'un chœur se finissant par une abside à 5 pans. La base du clocher se trouve à droite de la façade. Le portail est constitué de 2 petites portes ornées de roses et de losanges, éléments propres à la Renaissance. La rosace de la façade a été offerte par M. Marcel Dassault. Au-dessous est sculpté un écusson armoirie attribué aux La Fontaine Gorgia qui firent ériger l'église. Le clocher est massif, carré, avec des contreforts à chaque angle et flanqué d'une tourelle d'escalier en pierre pourvue de regard. Il participait au système défensif du village. Il est muni de 3 grands étages avec une porte à la base, une fenêtre au milieu et 2 baies géminées. Le bas-côté sud est constitué en extérieur de 2 pignons perpendiculaires à la nef comme l'église Saint-Martin de Duvy. Quelques fenêtres de ce bas-côté ont été bouchées suite à la destruction des vitraux par un bombardement allemand en 1940. Heureusement, de nos jours, toutes les fenêtres ont été refaites. Au fil du temps, l'édifice est devenu tellement dangereux que son accès en sera interdit. C'est à partir de 2009 qu'une grande campagne de restauration a été entreprise et qui a permis qu'aujourd'hui je puisse vous faire admirer cette magnifique église Saint-Aubin et Saint-Jean-Baptiste. L'intérieur est très lumineux avec sa vingtaine de vitraux somptueux réalisés par M. Nicolas Jaguelin, maître verrier. La nef est élancée et recouverte de panneaux de bois côté nord et séparée de son bas-côté par 4 belles colonnes. Le bas-côté est de même hauteur que la nef et tous deux sont voûtés d'ogives. Le chœur et son abside sont eux aussi très largement éclairés avec les 3 vitraux de l'abside représentant la Seine. Le maître-autel n'a pas de retable mais se remarque par la finesse de ses sculptures et de son joli tabernacle. Le bas-côté accueille l'autel de la Vierge dans le même style que le maître-autel et l'on peut admirer une niche ornée et sculptée dans le mur sud. Devant l'autel, on voit aussi une cloche qui a été bénie en 1724 et nommée Louise Charlotte. En 1914, elle fut brisée par un obus allemand, refondue en 1920 et renommée Jeanne André. Les 3 premiers vitraux à gauche en entrant dans l'église représentent les familles Gorgia, l'Allemand et Grimaldi. 3 autres vitraux représentent la salamandre de François Ier et les autres représentent Saint-Aubin, le Sermon sur la montagne, le Christ en croix, le baptême du Christ, l'Annonciation, l'étendue, la Sainte Fontaine et Saint-Hubert. L'église compte aussi de très belles statues et clés de voûte. Je vous laisse en profiter. Quittons l'église pour nous intéresser aux légendes de Lévignan. Lévignan a 2 légendes.
La première est celle de la Sainte Fontaine où, fin 3e, début 4e siècle, saint Fucien et saint Victorique, apôtres de la région dite Morini, avaient été envoyés de Rome dans le nord de la Gaule pour y porter les lumières de la foi. En passant aux abords de Lévignan, exténués de fatigue et assoiffés, ils se mirent en prière, s'adressèrent au Seigneur afin qu'il leur vienne en aide. Celui-ci eut pitié et fit jaillir de l'eau au milieu des bruyères à l'endroit même de la fontaine actuelle qui prit le nom de Sainte Fontaine. Ils reprirent alors leur chemin et les deux saints convertirent Jeancien qui les accompagna dans leur périple. Périple qui s'arrêta le 11 décembre 303 quand ils furent arrêtés par les Romains lors de la persécution des chrétiens. Ces derniers décapitèrent Jeancien à Saint en Amiénois et emmenèrent Fucien et Victorique dans les bois où ils subirent le même sort. Le tombeau des trois saints se trouve toujours dans l'église de Saint en Amiénois, et une abbaye fut fondée au VIe siècle sur l'emplacement de leur décapitation et donna naissance au village de Saint-Fucien dans la Somme. Cette fontaine était devenue un lieu de pèlerinage et autrefois le clergé et le peuple s'y rendaient processionnellement. De nos jours, la procession ne se fait plus. Il faut cependant noter un fait assez extraordinaire qui se passe tous les ans à la même époque à la Sainte Fontaine et qui a contribué à sa réputation. Il est de notoriété publique que la fosse dite Sainte Fontaine, après avoir été à sec pendant presque toute l'année, se remplit d'eau 3 ou 4 semaines avant Pâques. Ce lieu a toujours un caractère religieux, indiqué par les croix et calvaires qui y sont plantés. L'autre légende, plus récente celle-là, raconte que Johnny Hallyday aurait eu une maison à Lévignan. C'est tout à fait faux. Par contre, dans les années 70, Johnny a donné un concert sous chapiteau sur le stade de foot organisé par le Relais de la Frémande, ancienne station-service entre Lévignan et Boissy-Lévignan. Il n'y a pas de lavoir à Lévignan, comme bon nombre de villages sur les plateaux du Valois, mais il s'y trouve un très beau puits route de Crépy en Valois. Sur cette même route, on peut voir le monument aux morts. Il y a 3 calvaires dans le village, le premier à l'entrée de Lévignan en venant de Soissons sur l'ancienne Nationale 2, le deuxième devant le cimetière sur cette même route, et le troisième à la sortie du village en direction de Bay. Dans le centre du village, à la pointe de la rue du Guet et de la rue du Valois, se trouve une petite chapelle dédiée à la Sainte Vierge restaurée en 2021, et tout près, dans la rue du Guet, justement, le Guet lui aussi a été restauré en 2019. Ce guet permettait aux habitants de passer la rue qui était par temps de grandes pluies inondée par les eaux de ruissellement. Il n'y a plus de ferme ni commerce en activité, mais un camion pizza qui passe une fois par semaine. Il y a aussi 2 petites entreprises à Lévignan et une grande entreprise à Boissy-Lévignan. Pour l'école, Lévignan fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal avec Ormois-le-Davien et Gondreville, dont l'école se situe à Lévignan. Lévignan accueille un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour des adolescents ou jeunes adultes qui présentent des troubles psychologiques dans les bâtiments d'une ancienne ferme seigneuriale dont on peut encore apercevoir le colombier depuis la rue Carnot. Lévignan est jumelé avec Crookham Village, situé dans le Hampshire en Angleterre. Depuis 1982, des échanges réguliers ont lieu entre les familles situées de part et d'autre de la Manche. Pour finir, à Boissy-Lévignan se trouve l'un des départs de la voie verte aménagée par la CCPV, la communauté de communes du Valois, sur le tracé de la ligne SNCF dont je parlais plus tôt et qui a été inaugurée en 2017. Une petite vidéo spéciale sera bientôt consacrée à cette voie verte. Lévignan compte une dizaine de blocos de la ligne Chauvinot, ligne de défense créée au début de la Seconde Guerre mondiale, dont certains se trouvent dans des propriétés privées. Une vidéo des lieux et monuments historiques de l'Oise lui sera bientôt consacrée. Avant de quitter Lévignan, je voulais rendre hommage à un soldat enterré dans le cimetière et aux personnes qui ont récemment redécouvert et restauré sa tombe et sa stèle. C'est le soldat Arsène Valdin, né à Pierrefonds en 1828 et décédé à Lévignan en 1892. Les bénévoles, M. Messin Dominique, M. Valta René et M. Gérard et Christian Demarly, ont retrouvé beaucoup d'informations sur ce soldat, notamment le fait qu'il ait été médaillé militaire, chevalier de la Légion d'honneur, mais ils en ignorent la raison. Si par hasard vous avez des informations au sujet du soldat Valdin, n'hésitez pas à contacter la mairie qui transmettra à M. Messin. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce sympathique village situé entre Crépy et Bay et de son hameau Boissy-Lévignan, toujours traversé par la Nationale 2. Je tiens à remercier M. Germain, maire du village, pour son aide et son accueil, ainsi que M. Messin pour toutes les informations qu'il m'a apportées sur le village. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo.
J'espère que cette découverte vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir les Vignans.